Au Mali, un camp militaire abritant des forces onusiennes visé par des tirs d'obus. L'attaque a eu lieu dans le nord et confirmée par la mission de l'ONU dans le pays. Plus de 800 civils ont été tués par les ADF dans l'est de la RDC depuis janvier 2019. C'est ce que révèle un rapport des Nations Unies. Le document évoque d'éventuels crimes contre l'humanité. Et puis, au Kenya, l'année scolaire 2020 n'est pas allée à son terme. Une année blanche du fait de la pandémie du coronavirus. Les écoles primaires et secondaires ne rouvriront qu'en janvier 2021. Et voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer. Au Mali, un camp militaire abritant des forces onusiennes, françaises et maliennes, a essuyé plusieurs tirs d'obus ce mardi dans le nord-est du pays. L'attaque a été confirmée par la mission de l'ONU dans ce pays, en proie aux violences et au djihadisme. Le camp de Tessalit, dans la région de Kidal, proche de la frontière algérienne, a été visé par des tirs d'obus ce mardi. Les projectiles, au nombre de 16, selon des informations préliminaires, sont tombés en dehors de ce camp militaire qui abrite des forces de la MINUSMA, de l'opération antidjihadiste française Barkhane et des soldats maliens. D'après le porte-parole de la mission de l'ONU au Mali, Olivier Salgado, ces tirs n'ont pas fait de blessés ni de dégâts. Lundi, un véhicule de la MINUSMA circulant en convoi avait déjà heurté une mine dans la ville de Kidal. 3 casques bleus avaient été blessés, dont un sérieusement, selon la mission onusienne. Au mois de janvier dernier, une attaque au mortier contre le camp de Tessalit avait fait 18 blessés parmi les casques bleus et 2 parmi les civils. Le camp de Tessalit à Kidal, situé à 1500 km au nord-est de Bamako, est un fief touareg. C'est du nord du Mali qu'est partie en 2012 une rébellion d'indépendantistes, de salafistes et de djihadistes qui a marqué le début de l'actuel conflit. Les rebelles indépendantistes ont depuis signé un accord de paix, mais les activités des djihadistes se sont propagées au centre du pays, au Burkina Faso et au Niger voisin. L'état d'urgence sanitaire a été à nouveau prolongé ce lundi pour 15 jours en République démocratique du Congo. Cela a provoqué des critiques de plus en plus vives d'une partie du Parlement qui votait pour la 6e fois cette prolongation depuis mars. En RDC, près de 800 civils ont été tués. Les détails. L'Assemblée nationale puis le Sénat ont voté la prolongation de l'état d'urgence sanitaire institué le 24 mars face au premier cas de coronavirus. Le pays a depuis enregistré 7 432 cas, dont 182 décès. À l'Assemblée, des débats assez vifs ont opposé les partisans de la prolongation et les adversaires qui ont dénoncé le maintien d'une mesure risquant d'asphyxier le pays et l'économie en l'absence d'un plan gouvernemental de sortie de crise. La présidente de l'Assemblée, Janine Mabunda, a d'ailleurs demandé un plan de sortie de l'état d'urgence sanitaire, affirmant que les députés ne souhaitaient pas voter la prolongation sans fin jusqu'au mois de septembre. Les mesures prises par le président Félix Tshisekedi en mars se traduisent notamment par la fermeture des frontières, la suspension des liaisons aériennes entre la capitale Kinshasa et le reste du pays, la fermeture des écoles et des lieux de culte. Seul assouplissement, l'isolement du centre politique, économique et diplomatique de Kinshasa du reste de la ville a été levé il y a une semaine, après 12 semaines. Des tensions ont été enregistrées dans la gestion de l'épidémie en République démocratique du Congo. Les agents de santé en charge de la lutte contre le coronavirus à Kinshasa ont lancé ce lundi une grève illimitée, accusant le ministère de la Santé de ne pas les payer depuis 3 mois. Et on reste toujours en RDC pour évoquer ce bilan dans l'Est, un bilan élevé. Près de 800 civils ont été tués par le groupe armé des forces démocratiques alliées dans l'Est du pays depuis janvier 2019. Il s'agit d'un bilan annoncé dans un rapport des Nations Unies publié en début de semaine. Un rapport qui dénonce de possibles crimes contre l'humanité. Les exactions des ADF se sont intensifiées entre janvier 2019 et janvier 2020 dans l'est de la République démocratique du Congo. Des exécutions sommaires d'au moins 496 civils ont été recensées par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. La majorité des victimes ont été tuées à l'arme blanche et par balle.
Selon le rapport, l'ensemble des atteintes aux droits de l'homme, notamment les tueries, les enlèvements, les pillages et les recrutements d'enfants, attribuables aux ADF ont augmenté de près de 67% par rapport à la même période de l'année précédente. Elles se sont poursuivies en 2020 avec 297 personnes, dont 73 femmes et 9 enfants, tués entre le 1er février et le 30 juin. Des exactions qui pourraient constituer par leur nature et leur ampleur des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme recommande aux autorités congolaises de poursuivre les enquêtes judiciaires sur les crimes commis par les ADF. Il recommande également à la MONUSCO de poursuivre l'appui à l'armée congolaise dans la planification et la mise en œuvre conjointe d'opérations militaires contre les ADF. En Afrique du Sud, les écoles ont progressivement rouvert pour certaines classes à mesure que le verrouillage commence à s'atténuer. Mais dans une ville rurale, notamment le Cap oriental, un enseignant a été testé positif au Covid-19. Les cours ont été interrompus pendant 2 semaines. Les détails. Now this coronavirus. Ce coronavirus a eu un grand impact négatif sur les élèves et la communauté, car la plupart des élèves sont chez eux depuis mars. Très peu sont revenus, comme vous pouvez le voir. Les élèves de 7e année ont commencé à venir à l'école seulement le mois dernier. Cela a eu un impact vraiment négatif sur nous. Certains enfants sont dépendants principalement des repas qu'ils reçoivent à l'école. Or, si l'école est fermée, cela signifie qu'il n'y a plus de nourriture pour eux. Parfois, je pense que certains d'entre eux dorment sans rien dans l'estomac. Maintenant, si l'école est ouverte, ils ont au moins quelque chose. Ils reçoivent un repas une fois par jour. Et puis au Kenya, l'année scolaire est invalidée, année blanche donc, du fait de la pandémie du nouveau coronavirus. Les écoles primaires et secondaires ne rouvriront qu'en janvier 2021. L'année scolaire dans le pays court normalement de janvier à octobre, avant la période des examens prévus en novembre. Le ministre de l'Éducation a annoncé mardi dans un communiqué que la courbe des infections au coronavirus ne devrait pas s'aplatir avant décembre et qu'en conséquence, aucun examen pour l'école primaire et secondaire au Kenya n'aurait lieu en 2020. Toujours selon le communiqué du gouvernement, la reprise des cours dans les universités se fera au cas par cas et ces institutions sont encouragées à maintenir leur programme à distance et à préparer une réouverture en plusieurs phases. Le Kenya a fermé ses écoles le 15 mars quand il ne comptait encore que 3 cas confirmés en même temps qu'il décidait, entre autres mesures, d'instaurer un couvre-feu nocturne pour combattre la propagation du virus. Le président Uhuru Kenyatta a annoncé lundi une réouverture graduelle du pays avec la reprise des vols internationaux le 1er août et la levée de l'interdiction d'entrée ou de sortie des 2 plus grandes villes du pays et principaux foyers de l'épidémie, Nairobi et Mombasa, ainsi que le comté de Mandera au nord-est du pays. Il a toutefois reconduit pour 30 jours le couvre-feu en vigueur sur l'ensemble du territoire. L'augmentation du nombre de cas de coronavirus s'accélère au Kenya, avec désormais plus de 8000 personnes affectées, dont 164 décès. 2 mois après son déconfinement, Antananarivo, capitale de Madagascar, est de nouveau placée en confinement, ceci en raison de regain de la propagation du nouveau coronavirus. La région d'Analamanga, dont fait partie la capitale, retourne au confinement total, a indiqué un communiqué de la présidence de la République malgache au lendemain du Conseil des ministres. Ces mesures ont été prises pour cause de propagation de l'épidémie et l'accroissement des cas de Covid-19, explique le communiqué. Seule une personne par foyer a le droit de sortir dans la rue de 6h du matin à 12h contre 17h auparavant, ajoute le test. Effectivement, à Antananarivo, en Analamanga, il y a un relâchement par la population du respect des barrières. Et voilà pourquoi on a eu cette recrudescence des cas et donc on est obligé justement de prendre les mesures pour faire respecter par la population justement les gestes barrières et pour pouvoir rompre la chaîne de transmission. Habituée à recenser des dizaines de cas de coronavirus par jour, l'autorité sanitaire malgache a rapporté des centaines de cas au quotidien depuis 3 jours, dont 216 pour samedi, un record pour le pays.
Une mesure que les habitants qui pour la plupart vivent au jour le jour ne peuvent respecter. Vous savez, les petites gens souffrent. Ils sont tout le temps confinés. Je propose qu'on leur donne la possibilité de travailler pour gagner de l'argent. Cela soulagerait un peu. Mais là, le seul moyen qu'on trouve, c'est de les menacer. Laisser les gens vendre parce qu'ils sont en difficulté. Je suis vendeuse de sacs en plastique. On nous chasse et nous ne pouvons pas vendre alors que l'argent ne tombe pas du ciel. J'ai déjà vendu mes marmites et mon drap. Je n'ai plus rien à manger, rien à vendre. Où va-t-on aller? Au total, 1621 personnes vivent avec le virus actuellement sur la Grande Île, avec 31 formes graves, parmi les 23 000 personnes testées depuis le début de l'épidémie. Et puis sommeil troublé pour le président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz. L'ancien président, il est convoqué ce jeudi, demain donc, devant une commission d'enquête parlementaire. Celle-ci a été créée pour faire la lumière sur ses années de pouvoir dans ce pays situé en Afrique de l'Ouest. Après la constitution de la commission d'enquête en janvier, cette convocation de Mohamed Ould Abdel Aziz s'apparente à une manifestation supplémentaire d'un début de disgrâce sous l'actuel président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qu'il avait lui-même désigné comme son dauphin. Dans un courrier officiel, le président de la commission d'enquête, Habib Ould Diaye, lui écrit qu'au cours de précédentes auditions de la commission, son nom a été maintes fois directement cité dans le cadre de faits et d'actes pouvant constituer une atteinte dangereuse à la Constitution et aux lois mauritaniennes. Dans le souci de faire éclater la vérité, la commission convoque donc l'ancien chef de l'État pour qu'il livre les informations et les explications en sa possession, dit la lettre datée de ce lundi. Ni Ould Abdel Aziz ni son entourage ne s'étaient exprimés ce lundi soir, notamment sur l'intention de l'ex-président de se rendre à la convocation. La commission a déjà entendu plusieurs de ses anciens premiers ministres ou ministres. Son président ne spécifie pas dans le courrier sur quel dossier elle compte l'entendre. Quand les députés ont approuvé la formation de cette commission, ils lui ont demandé de s'intéresser à plusieurs dossiers emblématiques de l'ère Ould Abdel Aziz. Parmi ces dossiers figurent la gestion des revenus pétroliers, la vente de domaines de l'État à Nouakchott, la liquidation d'une société publique qui assurait l'approvisionnement du pays en denrées alimentaires ou encore les activités d'une société chinoise de pêche, Pouli Hongdong. Et ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.